Alors, voilà, donc frugalité, donc pour faire la suite de Nance sur la notion de frugalité, là, ce qu'on va voir maintenant, c'est que, en fait, une IA frugale, c'est pas nécessairement un réseau de neurones frugal. Alors, effectivement, il y a plusieurs catégories d'intelligence artificielle. Il y a deux grandes catégories historiquement, la partie symbolique et les connexionnistes. Donc, une IA symbolique, c'est quoi? Eh bien, c'est quand l'informaticien conçoit des symboles, et que l'ordinateur, ce qu'on lui demande de faire, c'est de calculer sur ces symboles. C'est ce qu'on appelle une machine hypothético-déductive. Il y a des entrées, un programme, et à la fin, on a des sorties. Donc, si on prend des exemples, en traitement automatique du langage naturel, eh bien, les symboles que l'informaticien va déterminer, c'est la syntaxe, donc c'est-à-dire la grammaire, quelles sont les natures et les fonctions des mots, la sémantique, quel est le sens des mots. Et il y a une théorie globale qui s'appelle la BRT qui permet de mettre en équation toutes ces phrases. Un autre exemple, c'est pour la reconnaissance de forme. Donc, par exemple, si sur une photo, on veut reconnaître une boule, ben, en géométrie, on sait qu'une boule projetée sur un plan, c'est une ellipse. Donc, on va essayer de trouver sur une photo un tracé qui correspond à l'équation d'une ellipse. Donc, voilà, donc ça, c'est l'IA symbolique. La deuxième catégorie d'IA, c'est l'IA connexionniste. Donc là, l'informaticien ne conçoit pas des symboles, lui, il conçoit une architecture d'optimisation, et l'ordinateur va calculer des données brutes en utilisant le mode d'optimisation défini par l'informaticien. Donc c'est ce qu'on appelle une machine inductive. Il y a des entrées et des sorties, et ce qui sort de l'ordinateur, c'est le programme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modèle après apprentissage. Si on prend l'exemple du traitement du langage naturel, c'est le fonctionnement du word-to-vec. Un mot, donc c'est pas l'informaticien qui va dire à quoi il correspond, c'est un vecteur qui va être calculé après apprentissage. Et pour la reconnaissance des formes, on va utiliser des algorithmes qui vont avoir, après un étiquetage des données, ils vont reconnaître des mots sans savoir ce que c'est qu'une ellipse. Donc voilà, donc ça c'est les deux grandes catégories d'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de l'intelligence artificielle, eh bien, il y a eu des hauts et des bas. Donc, quand c'est en orange, ça veut dire qu'il y a eu plus d'articles sur le connexionnisme, et quand c'est en bleu, ça veut dire qu'il y a eu plus d'articles sur le symbolisme. Donc, au début, dans les années 40, donc, ça a commencé plutôt sur les sujets connexionnistes. Donc, le premier neurone il a été créé en 1943. Et puis voilà, donc ça a continué comme ça jusque dans les années 60. Dans les années 60, le mouvement symbolique a pris le dessus, a considéré qu'avec des neurones, on ne pouvait pas aboutir à des choses très concrètes. Et puis, voilà, donc ça a donné lieu notamment au système expert. Pendant ce temps-là, il y a eu des évolutions très notables sur la partie connexionnisme avec l'algorithme de rétropropagation dans les années 80, puis des tests comme la reconnaissance des codes postaux, puis d'autres modèles de connexionnisme que les réseaux de neurones, comme le SVM. Et, voilà. Et donc maintenant, on est dans une période où il y a beaucoup plus d'articles sur le connexionnisme que sur le symbolisme, en raison notamment des performances bien plus importantes sur les problèmes industriels qu'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se pose la question des UA frugales? En fait, si on regarde dans les modèles de recherche la taille des ensembles qui servent pour faire les tests, donc dans les années 90, on avait 10 puissance 4 éléments dans ces modèles. Maintenant, on se retrouve avec des ensembles à 10 puissance 9. Donc, on voit qu'il y a eu une croissance exponentielle de la taille des ensembles de tests. Et si on regarde le nombre de neurones, dans les années 50-60, on avait un neurone, et on en est maintenant à 10 puissance 6. Quand on dit maintenant, c'est dans les années 2010. Donc, maintenant, on a très largement dépassé ce chiffre-là. Donc, on voit qu'il y a eu une explosion des ressources utilisées par une intelligence artificielle dans les dernières décennies. Cette explosion de ressources, elle a conduit aussi à une explosion de la performance de ces modèles, mais en parallèle de ces progrès obtenus, il y a un impact social et un impact écologique. Donc là, j'ai mis des références en dessous. L'impact social, c'est quoi? C'est par exemple, si on prend toujours le cas de la recherche, le fait que des chercheurs qui sont dans des pays qui ne peuvent pas, qui n'ont pas à leur disposition
des ordinateurs suffisamment puissants pour faire des calculs sur des ensembles importants, en fait, ils ne peuvent pas publier d'articles, parce qu'aujourd'hui, le critère important dans la publication d'un article, c'est est-ce que le modèle améliore la performance. Et l'impact écologique, c'est ce dont Lance a parlé déjà dans la première partie de l'intervention. Donc là, je vais prendre 2 exemples un peu caricaturaux. Mais voilà, donc utiliser un réseau de neurones avec 10 puissance 9 neurones, juste parce que notre ordinateur le permet, c'est un peu comme faire du 4K dans des dunes de sable ou pêcher avec un chalet d'enfant. Ça nécessite de l'argent, mais pas forcément de compétences. Dans la troisième partie, on verra comment on peut rajouter de la compétence pour essayer de rendre plus frugal un modèle. Voilà. Donc ça, c'était sur la problématique de l'IA frugale. Si on regarde maintenant plus précisément la notion de frugalité. Donc en français, frugal, ça veut dire qui se nourrit de peu, qui vit d'une manière simple. En anglais, parce que bon, là on parle de frugalité, mais ça vient d'une terminologie anglo-saxonne, c'est donc le fait de faire attention à l'utilisation de l'argent de la nourriture. Donc, une frugalité informatique, c'est utiliser moins de ressources avec même performance et même agilité. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette notion de frugalité, c'est une notion relative. Donc, on n'est pas frugal dans l'absolu, on est frugal, plus frugal qu'une autre IA. Alors, si on regarde maintenant les comparaisons possibles entre IA, on a donc d'abord comparé des IA qui traitent un même problème. Donc, par exemple, je veux reconnaître un chat et un chien, j'ai 2 modèles. Donc là, bon, c'est facile. Il suffit de comparer les ressources qui sont consommées entre ces 2 modèles. Alors, c'est facile, entre guillemets, mais enfin, en tout cas, c'est matériellement possible. C'est ce que Guillaume va présenter un peu plus tard. Là où ça devient plus complexe d'un point de vue théorique, c'est si on veut comparer des frugalités sur des IA avec des problèmes différents. Donc là, c'est relativement compliqué. Alors, on pourrait se dire, on va regarder un ratio qui est la complexité de la problématique divisée par les ressources consommées. Donc les ressources consommées, Guillaume expliquera plus précisément ce qu'on peut quantifier. Alors, le problème, c'est donc les ressources consommées, c'est mesurable, mais qu'est-ce que c'est que la complexité de la problématique? Alors, on pourrait utiliser par exemple la théorie de l'information de Shannon, qui permet de définir la complexité d'une information transmise. Le problème, c'est que, par exemple, si on cherche à prédire est-ce que Donald Trump sera le prochain président des États-Unis, cette prédiction, elle tient un bit, donc c'est oui/non, et pourtant, la prédiction est complexe. Donc, c'est pas forcément parce que le résultat tient et est compressable en peu de bits que la prédiction est simple à faire. Donc, il y a une autre théorie qui est la théorie algorithmique de l'information de Kolmogorov, donc qui, elle, va chercher à déterminer quelle est la complexité d'un algorithme. Voilà, donc là, c'est un domaine assez complexe. Il y a beaucoup de variantes possibles, mais il est peu probable que ça soit totalement calculable quand on n'a pas déjà défini un modèle. Et une troisième théorie possible, ça serait de calculer la complexité de la loi de probabilité sous-jacente à une problématique, puisque à chaque fois qu'on fait une prédiction, c'est parce qu'il y a derrière une réalité naturelle qui correspond à une certaine loi de probabilité. Voilà, donc ces 3 modèles en fait ne sont pas totalement aboutis et c'est encore un sujet de recherche pour pouvoir déterminer avec de façon assez rigoureuse cette complexité de la problématique. Alors pour finir, je vais essayer de donner un exemple un peu plus positif qui est une IA hybride. Donc comme on le voit, le connexionnisme, donc par nature, il est fort consommateur de ressources, puisqu'on va, à chaque fois qu'on a plus de données, on va avoir besoin de plus de neurones pour pouvoir bien apprendre sur ces données, mais il est très performant. À l'inverse, le symbolisme aujourd'hui, donc il est peu utilisateur de ressources, mais il est peu performant pour les tâches pour lesquelles on veut l'utiliser.
Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de fusionner un petit peu ces deux sujets. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cas qui est présenté là. Donc là, la photo que vous voyez à l'écran, c'est un point d'utilisation FTTH. Donc, c'est une armoire qui est dans la rue et qui permet de relier. Donc, à droite, il va y avoir une fibre qui va aller vers chaque logement du quartier. Et puis, sur la partie gauche, il y a des fibres qui vont aller vers chacun des opérateurs. Et la problématique, c'est comment faire en sorte que tous les techniciens qui interviennent rangent bien les câbles au bon endroit. Et à la différence de problèmes de chien ou de chat, on ne dispose pas de centaines de milliers de photos étiquetées. On a seulement quelques centaines de photos. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire un apprentissage complet avec un algorithme du type YOLO. En revanche, on dispose aussi d'une documentation de dizaines de pages écrite en français qui donne un certain nombre de règles. Donc là, en fait, l'idée qui avait été prise, c'est de se dire, toutes les règles qui ont été écrites, on va les transformer en règles symboliques, ce qui va permettre de simplifier la problématique qu'on va chercher à faire apprendre à un algorithme connexionniste qui va faire de la reconnaissance d'image et par rapport à certaines problématiques. Donc, par exemple, là, les problématiques, c'est il y a des déchets en bas, il y a un tiroir qui est ouvert, etc. Voilà. Donc avec ce genre de système, alors évidemment, c'est pas utilisable pour toutes les problématiques qu'on peut avoir en intelligence artificielle, mais pour certaines problématiques, le fait de décomposer la partie qui est descriptible de façon humaine permet ensuite de réduire de façon très importante l'apprentissage fait par un réseau de neurones ou équivalent. Et j'en ai donc terminé avec ma partie. Et donc, je laisse la parole à Pierre et Guillaume. Merci beaucoup Rémi pour cette présentation de la frugalité des IA symboliques et connexionnistes. Je laisse Guillaume remonter sur scène